Bonjour Julien. Bonjour Pierrot. Tu as la gentillesse de me recevoir pour pouvoir discuter et présenter un peu tes projets, comment tu vois les choses, quelle est la vie, comment tu la vois. C'est dans T'as 8 heures de bande là? Hein, pardon? T'as 8 heures de bande là? Non. Parce que moi c'est tout un programme, mais encore une fois, le programme c'est pas de la prêche, c'est de la perche qui se construit à la seconde si tu veux. Alors si tu veux, tu peux faire ta Ouais, on va commencer une présentation. Donc c'est Julien, on se connaît assez bien depuis le début, un peu pas forcément le début des Gilets jaunes, mais au moins le début d'émerger, puis de l'Assemblée populaire sur Toulon. J'étais éducateur, travailleur social, secteur qui est soumis à la privatisation, comme le milieu de la santé, comme celui de l'éducation en général. Il y a quelques années, nous étions en 2012, si je ne m'abuse, c'était un peu la fin du monde, puisque je me suis rendu compte que mon métier, qui était une passion au départ, était devenu de la collaboration, que je faisais plutôt du marketing pour les services publics, les présidents des conseils généraux, que ce que je servais l'émancipation des populations accompagnées. Donc une remise en question qui était un peu compliquée. En grattant sur les racines de l'histoire du métier, je m'étais bien rendu compte que l'éducation spécialisée avait été conçue un peu pour ça, pour aller convaincre le prolo de retourner à l'usine, d'arrêter de travailler dans les champs et d'aller faire tourner les usines, notamment l'armement. Donc si c'était pour ça qu'était apparue l'éducation spécialisée, c'était pas vraiment la barque que j'avais envie de naviguer, pas pour cet objectif-là. Donc aujourd'hui je ne suis plus éducateur spécialisé depuis février, même si je reste très attaché à l'éducation populaire. C'est ce que j'ai voulu développer dans les assemblées populaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une assemblée populaire? C'est un endroit où on se rencontre au sein d'un quartier ou d'une ville. Initialement, j'ai envie de dire de tous bords, il n'y a pas forcément une obédience commune, de gauche, de droite, où c'est les gens. Ça pourrait être un parallèle avec les comités de quartier, sauf que les comités de quartier, bien souvent, sont pilotés par les mairies, par le conseil municipal et par les politiques, donc. Et moi, je suis trop amoureux de l'essence politique pour avoir du respect pour les hommes ou les femmes politiques qui pour moi pillent l'essence de la politique. C'est Julien Sorel, je crois, qui faisait un distinguo sur la politique est une activité humaine et l'essence politique qui est bien souvent dénaturée par l'activité humaine et déstructurée. Bon bref, pour pas m'égarer, faire advenir de la politique, donc comment vit-on intelligemment ensemble au sein de la cité, sans les barrières partisanes qui clivent la plupart du temps que ce qu'elles rassemblent, ça m'animait beaucoup. Ça m'anime encore un peu, mais j'ai été confronté encore une fois aux nombreuses récupérations des politiques, Toulon en commun, salut, mais pas que, la difficulté entre guillemets de tenir sur le long terme ce genre d'assemblée-là pour faire exister de la politique presque quotidiennement. S'il y a 20 ans je croyais un peu au grand soir, maintenant je crois plutôt aux grandes nuits blanches, mais avec des résultats beaucoup moins efficaces en fait, avec des résultats de fourmis. Parce que justement on est consciencieux de la vie de l'autre, on est soucieux de l'intérêt collectif, même quand notre intérêt personnel parfois n'est pas forcément servi par cet intérêt collectif là, et je me dis que c'est un peu l'antithèse de ce que font les partis, même ceux auxquels je pourrais plus m'identifier que d'autres. Je me dis, se représenter, croire qu'on représente toute la population, alors que par essence et définition, nous ne représentons que le clivage, et donc un pourcentage tenu de la population, ça m'a toujours un peu échappé. Je me crois démocrate, anarcho-démocrate, et donc je crois pas trop aux élections. C'est pour ça que les assemblées populaires m'apparaissaient de manière complètement naïve, naïve ou pas d'ailleurs, le moyen à terme de remplacer les élections et d'exercer le pouvoir citoyen de manière concrète à travers déjà ces assemblées-là, en partant du plus bas possible, à savoir des quartiers, des communes. Est-ce que c'est une utopie? Pour l'instant, je ne sais pas, mais j'ai pu mesurer le contraste qu'il y avait entre l'effervescence, les velléités populaires d'aller vers ce sens-là, et l'enracinement quotidien
qui au lieu de voir de plus en plus de monde et de fédérer de plus en plus d'assemblées, m'a donné plutôt l'impression pour l'instant du contraire, d'une forme d'usure. Encore une fois, c'est que ma petite expérience comparée avec des petites expériences d'autres assemblées, et c'est pas parce qu'on a une quinzaine d'expériences en commun qu'on peut en tirer une généralité. Mais voilà, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et je reste très accroché à cette manière de faire de la politique, de nous émanciper collectivement. Mais je crois que c'est lié à un autre de mes chevals de bataille, pour lequel, pareil, j'ai pas tellement la vague d'être dans le militantisme, si ce n'est celui de l'exemple, en fait, à savoir l'autonomie alimentaire. Je crois que si on ne s'autonomise pas au niveau alimentaire, ça va être compliqué de s'autonomiser au niveau politique, au niveau économique ou quoi que ce soit. On sera toujours soumis, particulièrement quand on a des enfants, à vendre notre force de travail, pour pas dire à nous prostituer, pour aller essayer de faire subvenir les besoins du foyer et nourrir les enfants. Donc cette autonomie alimentaire et énergétique me paraît un des leviers, parce qu'écologique, parce que voilà, du coup en lien avec le quotidien et avec les actions qu'on peut mener individuellement comme collectivement. Et ça me paraît plus pertinent en termes de motivation et d'implication que les tentatives de culpabilisation du prolo, si tu veux, ou je parle que pour moi, encore une fois, ce que je faisais il y a une vingtaine d'années, que ce soit par rapport à Amnesty ou par rapport à la réduction des déchets ou à la conscientisation vis-à-vis du gaspillage. Mettez une bouteille d'eau dans vos chiottes. Alors, c'est vachement bien tout ça. Tu as la chasse d'eau, tu as 1,5 litre d'eau potable en moins, mais en fait une manière quelque part de diminuer un carnage au niveau des conséquences, et pas tout à fait au cause. Il faut arrêter de pisser et de chier dans l'eau potable tout simplement à un moment. On te vend tout à l'égout comme étant une révolution, pardon, t'as vu je parle dans tous les sens, économie, politique, études énergétiques, alimentaire. T'es parti à fond et c'est très bien. Tu as fait une jolie transition sur la question suivante, enfin la proposition de discussion suivante, parce que si c'est pas forcément le terme, mais c'est qui est en fait, nous ne sommes plus force de proposition, et du coup la dépréciation de la qualité du travail des individus, de la conscience des travailleurs entre guillemets, enfin que ce soit travailleurs ou pas, la privatisation des services publics, les privatisations, ainsi de suite, la casse donc de la qualité, d'une qualité de vie qui est légitime, puisque nous y travaillons, nous fabriquons, nous créons des choses pour pouvoir en bénéficier, et elles nous sont volées. Donc l'idée serait, selon toi, comment on pourrait redonner un peu de couleur et re-rendre nos propositions plus sexy, entre guillemets. C'est le terme peut-être pas bien choisi, mais bon. Je crois que tout l'enjeu est là en fait. Tout l'enjeu là, c'est que déjà, si nous, on est un peu dans une via dolorosa, de la flagellation, de l'extinction du vivant, enfin, on se donne pas envie en fait. On est en train de nourrir du dépréciatif, de la dépression, tout en invoquant l'amour du vivant ou de l'autre, mais il y a un moment où ça pue quand même, la défaite. Mais c'est pas anodin. Je crois que c'est pas anodin parce qu'il y a des processus à analyser. On n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. Il y a des leçons, me semble-t-il, qu'on n'a pas tirées. Le poids des mots, le vocabulaire, qui est un de mes chevals de bataille aussi, et qui peut être même le premier, c'est avec les mots qu'on appréhende les faits sociaux et qu'on pense même, je dirais, en définitive. Quand les mots sont vidés un peu de leur sens et de leur substance, c'est très compliqué en fait d'avoir une discussion futile de comptoir avec n'importe qui, parce que rien que la connotation d'un terme va varier d'un interlocuteur à l'autre, et si on ne prend pas un peu de temps au préalable pour décortiquer le sens que chacun peut y mettre, on peut faire du dialogue de sourds et ne pas du tout s'entendre. Je crois qu'on a tendance, en tant que peuple dit souverain, à célébrer nos défaites comme si c'était des victoires. Et du coup, à ne pas en tirer les remises en question nécessaires. C'est par les erreurs qu'on grandit en fait. C'est par la défaite et la remise en question nécessaire qui devrait s'en suivre qu'on prévient de la récidive de l'erreur et qu'on va plus loin. Mais quand par un tour de force ou une stratégie politique, nos défaites sont célébrées comme étant des victoires, non seulement on n'en tire plus leçon, mais en plus on se gargarise l'ego d'être trop fort. On ne cesse de grandir en 250 ans d'hypocrisie quand on voit que ces privilèges
plutôt que d'avoir été abolis, en fait, c'est plus qu'ils ont été volés ou pris de la noblesse pour la bourgeoisie qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on célèbre en fait? Il n'y a pas d'abolition des privilèges. L'abolition de l'esclavage, bah, je veux bien, à part en Libye ou dans certains pays où les esclaves sont encore vendus sur le marché en 2021, mais même l'exploitation, qui est la petite sœur de l'esclavage, elle est en pleine expansion, enfin elle a des jours glorieux devant elle malheureusement. Alors, tout ça pourquoi? Pour dire comment on pourrait rendre sexy? Déjà, il faudrait qu'on puisse désintoxiquer et désenfumer un petit peu les valeurs qu'on veut révolutionnaires. Enfin, c'est quoi la révolution, quoi? Si la révolution, c'est de faire un putsch, c'est de prendre le pouvoir à quelqu'un pour le donner à d'autres. Enfin, encore une fois, je me crois anarcho-rédutoutiste, anarcho-démocrate, mais pas par conviction que l'anarchie c'est le meilleur de tous les systèmes et que je me battrai à mort pour l'anarchie. Non, parce que je pense tout simplement que le pouvoir corrompt, y compris les meilleurs d'entre nous, et que un frère d'obédience proche ou un frère d'obédience opposé, à un moment, est capable de faire preuve de solidarité, est capable d'être très crétin. Enfin, je suis capable d'être crétin, j'espère que je suis capable de faire preuve de solidarité, y compris vis-à-vis des enfants des salauds fascistes, parce que ça reste des enfants, et que le salaud fasciste reste un être humain. S'il n'a pas décidé de me tuer, si c'est pas la preuve qu'il va me tuer. Parce que si je dois tuer tout fasciste dans l'œuf avant qu'il le devienne, c'est déjà perdu en fait, je le suis devenu autant que lui, et c'est un peu mon dilemme vis-à-vis d'une résistance à un moment qu'il s'agit évidemment d'incarner. Ne rien dire, ne rien faire, c'est cautionner et c'est laisser faire. Mais bon, de là à adopter parfois des mécanismes d'exclusion qui n'ont rien à envier au brun, je me dis, c'est compliqué. Donc, autour du pot, mais oui. Comment rendre les choses un peu plus sexy? Déjà en ne cultivant pas des paradoxes en fait, en n'empruntant pas aux frères ou aux adversaires les pires de leurs travers. Si on fait des assemblées populaires qui sont autant excluantes que n'importe club VIP, CDET ou je sais pas quoi, on est passé à côté du truc en fait. Et je dis pas ça en me flagellant, ou je cherche à comprendre comment ça peut fonctionner, comment aujourd'hui des appels faits par des personnes qui ne sont pas de mon bord politique a priori à des comités de salut public, dans un jargon un peu révolutionnaire, des appels à la solidarité, à la coordination et à l'organisation, enfin que je pourrais encore une fois kiffer dans la forme, et peut-être même dans le fond, mais quand ils sont faits par des personnes avec encore une fois des CV que je qualifie moi de puants, comment je fais? Alors du coup je me désolidarise alors que ça serait exactement la même chose que j'ai envie de porter. Organisons-nous, faisons preuve de solidarité. Pour ça, oui, il faut un peu se connaître, il faut un peu savoir où on est, ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui est fédérateur? Qu'est-ce qui nous rend autonomes? Mettre la main dans la terre, en fait, à mettre la main dans la terre. Est-ce que c'est sexy? Je sais pas, d'avoir les ongles noirs, est-ce que c'est sexy? Mais putain, pouvoir bouffer. Alors, il y a la question de l'eau, parce qu'encore une fois, tout est lié. Hein. Et l'eau, c'est Mazog, notamment. Hein, mais est-ce que c'est sexy? Je me dis oui. Moi je me dis quand je ramasse les produits, que ce soit dans mon petit lopin de terre, parce que j'ai la chance d'avoir un petit carré de jardin autour de moi, mais même ceux qui sont au bas des tours, on peut construire de la permaculture avec des palettes de récupération, enfin sans que ça soit en étant des propriétaires terriens ou quoi que ce soit. On peut aussi aller contribuer auprès des agriculteurs existants du coin, à notre manière, que ce soit par le marèche, une activité associative qui met justement les consommateurs en lien directement avec les producteurs, dans un échange un petit peu gagnant-gagnant, où l'adhérent au marèche va filer un peu la main à l'agriculteur, genre 3 heures par mois, en échange d'un panier de légumes bio, local et de saison par semaine. Voilà, il y a des modalités comme ça qui permettent à tout un chacun, sans être non plus aliéné par l'agriculture, parce que, d'avoir des hectares à l'agriculture pour pouvoir être un vivier ou un grenier pour un territoire comme le Var, c'est pas d'un claquement de doigts. Le Var, je crois qu'on a 3 jours d'autonomie alimentaire. Et si on devait faire l'insurrection à laquelle on aspire là en tant que révolutionnaire, putain on tient 3 jours, et au bout de 3 jours on te tire des balles dans le pied, on va frapper les voisins qui ont un potager. Enfin, donc je me dis, c'est bien beau tous ces vœux pieux là d'insurrection, mais en fait on n'est pas prêt. On n'est pas armé intellectuellement, on continue à utiliser les mots que le pouvoir nous sert sur un plateau d'argent qui nous empêche de penser. C'est des oxymores, c'est joli en poésie, mais les 3/4 du temps, en politique, c'est toxique. Ça nous empêche de penser, tout simplement. Et donc, si on ne peut plus penser, qu'est-ce qu'on va proposer de cohérent, d'intelligent, d'intelligible, d'alternatif? Si, encore une fois, on n'est que dans des leurres, on n'est que dans du foutage de gueule. Mais même nous, encore une fois, je crois qu'on n'est pas prêt. Comment on peut être sexy si on ne reconnaît pas nos limites? Je ne dis pas qu'on le fera jamais. Je dis qu'à un moment, il faut aussi se reconnaître dans nos limites. Le RIC, j'étais super partant, mais quand les médias appartiennent à des groupes privés, si on l'obtenait, ça serait génial. Non, en fait, ce serait pareil, parce que les gens demain, ils iraient voter, donc les lois,
et non pas élire des rois, ils iraient voter pour ce que les grands médias leur disent. Donc c'est une avancée structurelle sur la forme, mais sur le fond, si l'autonomie ne se fait pas au niveau de l'émancipation des outils de production que sont les médias, que sont n'importe quel organe de production, on reproduit le carcan en fait. Est-ce que quand on s'énerve comme ça, on est sexy? Je suis pas sûr non plus, tu vois. Je suis pas sûr non plus, parce qu'au bout du compte, on passe pour des espèces d'illuminés, énervés contre tout, alors que, voilà, moi, les solutions concrètes, ce qui me fait vibrer quand je sens l'odeur des tomates, ou que le goût de la fraise il y a 40 ans en arrière, celle que mon grand-père faisait pousser dans la maison familiale, je me dis, ouais, ça c'est cool, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de supermarchés ou de grandes distributions où je le sens encore, ce truc-là. Rien que de l'avoir poussé, de l'avoir grandi, de la ramasser, ça me fait vibrer. Maintenant, je ne dis pas parce que ça me fait vibrer que ça doit faire vibrer tout le monde. Mais un peu de cohérence dans les aspirations qui nous rassemblent, ça me paraît pas mal. Donc des solutions, elles existent encore. On a encore la chance aujourd'hui d'être dans le Var, un territoire qui est un des plus verts des territoires de France, donc qui offre encore la possibilité d'avoir cette autonomie alimentaire et l'eau qui va avec, et donc les énergies qui vont avec, c'est essentiellement du soleil. Donc quand on a ces possibilités-là, je pense que c'est bien d'être attentif aux endroits clés où l'eau est à défendre, comme l'eau que j'ai évoquée il y a quelques minutes. Et parce que je trouve que c'est vachement plus sexy au bout du compte, quelque chose qui est de l'ordre de la défense du vivant qu'une manifestation où j'y suis, à tous les cortèges où j'ai pu aller depuis le début à aujourd'hui, j'y suis. Sauf qu'il y a quelque chose dans les cortèges qui me renvoie au cahier de doléances. On manifeste pour qui? Pour alerter l'opinion, certes, mais en fait, si c'est pour le pouvoir et pour le rapport de force que ça pourrait avoir, c'est un peu comme le cahier de doléances, quoi. Monseigneur, s'il vous plaît, enfin, pas s'il vous plaît, on n'est pas content, mais c'est un peu une parade, quoi. Enfin, si cette parade, elle n'a pas une visée insurrectionnelle. C'est reconnaître l'ennemi, c'est reconnaître sa réalité. Exactement. Donc, moi, cette parade, si elle n'a pas une visée insurrectionnelle, à un moment, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas vraiment prêt pour ça, ni intellectuellement, enfin, on n'est pas armé intellectuellement, mais même on n'est pas armé tout court. Et si on était armé, malheureux de nous, physiquement, sans l'être intellectuellement, on se tirait des balles dans le pied de la même manière que pour l'autonomie alimentaire. Donc, je ne suis pas pressé à mourir pour les idées, oui, mais de mort lente, comme le chantait Brassens. Là aussi, tu as tracé un petit peu les outils, quoi. Tu as donné un peu les outils. C'est-à-dire que quand on cible un peu les responsabilités, forcément, on dépeint en opposition ce vers quoi on voudrait aller.